Marine Levrard, je suis coordinatrice responsable de Réseau et Normandie, qui est une association qui œuvre pour la gestion durable du bocage à diverses échelles et avec bon nombre de partenaires et de structures adhérentes, puisqu'aujourd'hui notre association compte plus de 90 structures adhérentes et bon nombre de projets liés à la gestion durable de la haie et à sa résilience sur notre territoire. Donc aujourd'hui, on a eu le plaisir, en tout cas ce matin, de vous proposer notre assemblée générale pour l'ensemble des structures adhérentes, des partenaires, des financeurs. Et puis cet après-midi, on souhaitait vous proposer un temps d'échange un petit peu différent. Et donc on a le plaisir d'accueillir avec nous Marc-André Sellos, que vous avez peut-être déjà croisé sur France Inter, sur France 2, et puis peut-être que vous avez pu lire un petit peu, découvrir ces différents livres, dont celui qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Nature et préjugés. Eh bien, figurez-vous que la conférence que vous allez voir cet après-midi est tout à fait liée à cette parution, à cet ouvrage. Et donc, vous allez pouvoir ensuite profiter de la présence de Marc-André Sellos pour lui poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à cette conférence. Et ensuite, on aura une séance de dédicace. Donc, profitez-en. Bouillon de culture, la librairie de Caen sera présente avec bon nombre d'exemplaires de différents livres que Marc-André Sellos a pu produire. Donc, pour vous présenter rapidement, vous êtes biologiste, expert dans les sols, notamment, mais pas que, et vous vous êtes affairé, dans le cadre de cet ouvrage, à parler des préjugés que l'on peut avoir sur la nature, sur la biodiversité globalement, et puis sur nous-mêmes, après tout, puisque nous faisons partie de cette biodiversité-là. Et puis vous verrez, tout au long de la présentation, à quel point on retrouve le bocage un petit peu partout dans ces arguments, dans ces réflexions et dans tout ce qui est amené dans cet ouvrage. Je vais vous laisser la parole, Marc-André. Merci beaucoup à vous d'être présent aujourd'hui, et la salle est à vous pendant 1 heure. D'accord, alors donc, le problème, c'est que donc notre vision du monde, elle ne ressemble à rien parce qu'elle n'est pas construite. Il n'y a pratiquement rien dans l'enseignement, et ce qui va réellement impacter, construire profondément notre vision de la nature, c'est quoi? C'est les dessins animés qu'on a vus quand on était enfant. Les contes qu'on nous a racontés, où les loups étaient des vrais loups, au moins ils mangeaient des hommes et des enfants. Je ne sais pas d'ailleurs ce que font les loups aujourd'hui, c'est vraiment des loups d'opérette, hein. Ils se contentent de moutons. Bon. Voilà la première marmotte qu'ont vu beaucoup d'enfants de ma génération. La publicité est aussi extrêmement structurante. C'est son métier de faire l'opinion et de construire la façon de voir le monde. C'est son métier. D'ailleurs, la pub vous coûte 500 € par personne et par an, hein. C'est le coût caché derrière les plaques de chocolat ou les vêtements que vous achetez, parce que c'est vous qui l'avez payé la pub. 500 € pour de la merde. C'est construit aussi sur de vieilles représentations héritées de toutes les couches civilisationnelles dont nous pouvons avoir la mémoire collective. L'Antiquité, la chrétienté. Tiens, par exemple, l'échelle des êtres. C'est un héritage aristotélicien avec, vous savez, les plantes inférieures, les plantes supérieures qui sont plus compliquées, les animaux inférieurs, les animaux supérieurs, l'homme au-dessus, puis éventuellement, dans la version chrétienne, Dieu avec les anges, entre l'homme et Dieu. Cette vision de l'échelle des êtres qui nous place de façon surplombante et un peu particulière dans le monde vivant, elle est toujours là, hein, quand on parle d'animaux inférieurs ou d'invertébrés. C'est ceux qui n'ont pas de vertèbres, parce que ceux qui ont des vertèbres, c'est une chose, et puis il y a tout le reste, alors que le reste est aussi hétérogène. En fait, ça imbibe vraiment profondément notre vision, et personne n'a choisi ça. Personne l'a choisi. On l'a juste brutalement, violemment hérité. Tiens, il y a aussi le paradis perdu. Version chrétienne de l'âge d'or, n'est-ce pas? C'est cette idée que tout allait bien, puis on a fait des conneries, et tout va mal. Et nous aurions, et là c'est la transposition moderne, rompu un équilibre. Équilibre, vous voyez, dont 2 sites par ailleurs excellents, hein, dont 2 sites nous racontent que voilà l'équilibre écologique et l'équilibre naturel qui se réalise entre les êtres vivants et leur milieu. Moi, en écologie, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça n'existe pas. Je me fais le fort de vous le démontrer 3 ou 4 fois dans cet exposé. Il n'y a pas d'équilibre. Vous allez voir, pas d'équilibre du tout. Et donc, on n'a rien perturbé. On a changé quelque chose, oui. On n'a pas perturbé un équilibre. On a changé un changement. Voilà. Et de grandes étendues forestières, me dit-on, comme les forêts boréales et amazoniennes, veulent être bousculées par l'homme, il n'y a jamais eu d'équilibre. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il y a 12 000 ans, ça ne ressemble même pas à ce que c'était aujourd'hui. Ça n'arrête pas de changer. Et nous avec, d'ailleurs, pas forcément bien. Voilà.
Tout ça, ça encombre notre esprit parce que c'est des idées reçues qui viennent de tout ce qu'on a hérité collectivement ou individuellement de notre passé et en rien, ni de ce qu'on a souhaité, ni des impôts qu'on a investis dans la recherche pour comprendre comment ça marchait. Rien. Alors, arrivé là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va déjà essayer de regarder ensemble à quel point, à certains moments, ça tue. Parce que c'est pas juste « Ah, c'est mal compris », vous savez, c'est pas le trait de plume rageur à l'encre rouge de l'universitaire qui est faux. Non, c'est juste qu'on va compter les morts, d'accord? Oui, ça tue. C'est ça le problème. Alors, la première idée, c'est ce mythe de l'autonomie. D'ailleurs, on nous a bercé de ça. Quand on est grand, quand vous serez grand, il faudra être autonome. Alors, jusqu'à un certain point, en société, c'est ce qu'on appelle l'autonomie est recevable. Mais dans le monde vivant, ça n'existe pas. Un ami à moi a passé quelque temps sur Mars, où il a prétendu être seul. Mais était-il seul? Les patates, oui, absolument, les patates. Et d'ailleurs, pour que les patates poussent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obligé d'ouvrir les sachets de crottes de ses compagnons d'excursion pour mélanger leurs crottes au sol, non seulement pour amener de la matière organique, mais bien plus des bactéries, sans lesquelles les patates ne poussent pas, car les patates ne sont pas seules. Personne n'est seul, même sur Mars. Tout le monde est en dépendance. Ça pourrait peut-être même être une des définitions qu'on n'a jamais données du vivant. Un cristal n'est pas dépendant. Une galaxie n'est pas dépendante. Vous êtes dépendant. Je veux dire, c'est écrit sur vos marchés. C'est écrit dans vos frigos. Bah oui, regardez, faites la liste. Ce que j'appelle la méditation du frigo. Bon, il vaut mieux refermer le frigo, faire une photo et regarder sur la photo. Regardez toutes ces espèces dont vous êtes dépendant, avec une dépendance si intime que ça va faire votre masse, ça va faire votre énergie, ça va faire votre calcium, votre magnésium. Cette dépendance s'étend aussi aux emballages. Les emballages, ils viennent parfois d'espèces. Voilà. Et puis, alors, je ne vous fais pas de dessin. Le bœuf, le mouton, le cotonnier. Il n'y a pas que les aliments dont nous sommes, qui marquent notre dépendance au reste du monde. Nous sommes en dépendance. Et de toutes les espèces, nous sommes sans doute celle qui a le plus de dépendance, justement, des dépendances les plus multiples. Alors, en fait, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que dans cet écosystème, vous êtes membre de cet écosystème. Vous, non pas que vous y viviez, il est très loin de vous, mais la moutarde qui s'y fait ou les céréales qui y poussent, c'est des choses que vous allez consommer, vous. Donc, vous êtes des consommateurs dans cet écosystème, au sens vraiment de l'écologie. Et d'ailleurs, en consommant, vos gestes d'achat justifient des gestes qui s'y font dans ces écosystèmes. Donc, vous êtes aussi décideurs en plus de consommateurs. Bien sûr, votre lien à ces écosystèmes, que j'appelle les écosystèmes externes de l'homme, de l'individu, ce lien, il n'est pas très visible car vous n'y êtes pas physiquement, mais vous êtes réellement dans les chaînes alimentaires et vous êtes réellement dans les processus décisionnaires des processus qui s'y opèrent par votre carte de crédit. Vous êtes aussi là. Alors, quand arrivé là, les gens se disent « Ah ouais, quel joli effet de manche, mais bon, ben non, ce n'est pas un effet de manche. Comptons les morts. Ce qu'on fait là-bas, et qui n'est pas adapté à vous, vous tue et vous abîme. Vous en voulez? Eh bien, on commence. Là, on vous dit le poisson, pas plus de 2 fois par semaine. Pourquoi? On pourrait très bien en manger 4 ou 5 ou 6 fois, compte tenu de ce que c'est que du poisson. Oui, mais voilà, dans ces écosystèmes-là, nous avons mis des métaux lourds, du plomb, du mercure, du cadmium aussi, vous allez tout de suite voir d'où il vient. Et tout ça, ça fait que comme il y a trop de métaux lourds dans le poisson, il ne faut pas en manger trop. Et surtout, il faut faire varier la provenance. Des fois que votre provenance préférée, par exemple sur une côte non loin d'ici, soit vraiment trop riche en cadmium, en plomb, apporté par, je ne sais pas moi, la Seine, tiens, par exemple. Bon. Donc l'histoire, si vous voulez, c'est que ça tue, parce que c'est pas très bon pour la santé. Il y a un autre truc qui tue, c'est que dans nos agrosystèmes, nous mettons des pesticides, et les résidus de pesticides arrivent jusqu'à nous par la voie de l'eau, par la voie des aliments, et aussi, on le sait moins, par la voie de l'air. Au milieu de l'agglomération de l'île, la teneur atmosphérique en pesticides, c'est la moitié de celle dans les plaines agricoles autour de l'île. Et il y a encore du lindane dans l'atmosphère, interdit en 98, et il y en a encore dans l'atmosphère d'Occitanie. Ouais, oui, ça ressort du sol, surtout quand ça n'aime pas l'eau, quand il pleut, ça ressort. Comme avec l'odeur du sol, vous savez, celle qui fait cette odeur particulière d'après la pluie. C'est tout ce qui, dans le sol, n'aime pas l'eau et ça s'en va. Alors l'autre horreur, c'est le cadmium. Le cadmium, lui, ce n'est pas un pesticide, mais il vient en autostop de nos engrais minéraux. Nos engrais minéraux, il y a d'ailleurs eu une tribune de médecins dans Le Monde il y a 15 jours qui dénonçait ça. Le cadmium, c'est en fait un contaminant des phosphates miniers que nous utilisons, ceux du Maroc. Ces phosphates miniers
nous étudions avec une législation qui est trop permissive. La FNSEA s'est battue pour 60 mg par kilo. L'ANSES a dit 20 mg par kilo, milligrammes de cadmium par kilo de phosphate. Qui croyez-vous qui a gagné? En France, nous sommes en moyenne sur les phosphates à 51 mg par kilo, dans ce qu'on consomme vraiment. Les autres pays européens sont à 30. Je ne sais pas comment ils font. Peut-être qu'ils n'ont pas la FNSEA. Et ce cadmium, nous en mangeons 1,4 fois la dose recommandée. Nous en mangeons tant et si bien que la moitié de cette salle est en surconsommation. Alors vous allez me dire, et alors? Eh bien, ça explique pourquoi en France et pas ailleurs, on a plus 3% du cancer du pancréas par an. Alors vous allez me dire, ça c'est des morts propres, parce que comme c'est 5 mois d'espérance de vie, au niveau de la sécurité sociale, c'est plutôt budgétairement favorable. Oui, mais imaginez que ce soit votre mère ou que ce soit votre fils. Bon, on est bêtement attaché à ces animaux-là. Hein. Je continue. Ça explique une grande partie des AVC, mais on ne sait pas bien dire laquelle, des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques, et pour finir, 30% des cas d'ostéoporose en France. Ça, c'est une dame d'un certain âge qui glisse, qui se casse le col du fémur et dont la vie part en morceaux. Vous y êtes? C'est comme s'il y avait aussi de la souffrance et pas que des morts. Mais ils finissent par mourir, les morts, plus vite, mais en souffrant. Donc, si vous voulez, cette histoire de cadmium, c'est un fléau de santé publique, mais on le met là-bas. Pas chez vous, mais il arrive chez vous, puisque vous êtes là-bas. Ce que je veux dire, c'est que ce lien existe, et la preuve de ce lien, c'est que quand on ne l'entretient pas, il est un vecteur de toxicité et de mort et de morbidité. Voilà l'histoire. Alors vous allez me dire, arrivé à ce point, c'est l'horreur. Vous regrettez d'être venu. Eh bien, ne regrettez pas, parce que nous allons résoudre tout ça en reprenant conscience de ce que sont ces liens et de la façon d'en exercer la régence de façon correcte. Voilà. Alors, continuons. Ce n'est pas les seuls écosystèmes dont vous êtes dépendants, et ce n'est pas les seuls organismes dont vous êtes dépendants. Il y a aussi des écosystèmes beaucoup plus proches, beaucoup plus intimes, mais dont vous ne voyez pas non plus l'existence, parce que, bien qu'ils soient là, ils sont trop petits pour être vus. À côté de vos 10 000 milliards de cellules qui constituent votre organisme, il y a 10 000 milliards de microbes dans votre intestin. C'est des bactéries, c'est des champignons unicellulaires, plutôt des bactéries. Un nombre indéterminé de virus aussi, d'ailleurs. Bon. On ne sait pas trop en parler, donc on n'en parle pas. Sur votre peau, il y a 1000 milliards de microbes. C'est 10 fois moins que votre nombre de cellules, mais ça fait quand même déjà du monde. Et puis, dans les autres cavités de votre organisme, poumons, vessie, vagin, oreille, c'est juste 100 milliards. Donc, oui, c'est pas énorme, à côté du reste. Et tout ça, ça représente 5 à 10 000 espèces qui disent « je » de temps à autre, parce que l'une d'entre elles parle. Donc, si vous voulez, vous êtes habité de ce qu'on appelle des microbiotes. Et ces microbiotes qui sont présents en vous, on sait aujourd'hui qu'ils ont des rôles multiples. Les microbiotes, c'est des écosystèmes microbiens des différentes parties de votre organisme. Ils nous aident à digérer, ils nous aident à réguler notre métabolisme. Un des signaux de satiété, c'est quand les microbes du tube digestif se mettent à fermenter, produisent de l'acétate qui passe dans le sang et qui dit au cerveau « bon, c'est bon là ». Ça, la mastication et la distension de l'estomac, c'est les grands signaux de régulation de la satiété. Ils nous protègent parce qu'ils occupent le terrain et, au fait, ils protègent cet endroit qui est à la fois leur gîte et leur garde-manger, n'est-ce pas? Ainsi, la plupart d'entre vous sont porteurs du staphylocoque doré, mais ils possèdent tout un tas de microbes comme des Malassezia, productrices d'acide hydroxypalmitoïque, qui est un très très bon antibiotique anti-staphylocoque doré. Donc la plupart d'entre vous n'en seront jamais malades, ils ne proliféreront jamais. Et on effleure au passage une règle qui est qu'en matière de bactéries pathogènes, ce qui compte, ce n'est pas forcément si elles sont là ou pas, c'est comment elles sont là et avec qui. Et pour la plupart d'entre vous, les staphylocoques dorés ne seront jamais une mauvaise nouvelle. Ça dialogue avec notre système immunitaire, et notamment on sait très bien aujourd'hui qu'en milieu hospitalier, on ne nettoie plus les plaies, parce que si on les nettoie, la cicatrisation est moins rapide. Les staphylocoques banals de la peau, les Staphylococcus epidermidis, dialoguent avec le système immunitaire et accélèrent ses fonctions cicatricielles. On désinfecte la première fois, puis après on rince s'il faut. On désinfecte si ça se met à suppurer, mais si on peut ne pas désinfecter en changeant un pansement, on ne désinfecte pas. Voilà. Et puis il y a un effet sur le système nerveux aussi. Alors bon, je ne vais pas vous donner plein d'exemples, parce qu'en fait, je vais vous dire surtout comment on sait ça. Nos sociétés, grâce à l'hygiène, se sont épargnées tout un tas de maladies transmises par des microbes dont on ne veut bien sûr pas voir revenir la couleur. Hein, ça, c'est pas la question. On n'est pas en train de retourner chez les Amish, on va vers le futur. OK ?
Mais le truc, c'est que dans le même temps, on a vu exploser, et quand je dis exploser, c'est un peu exponentiel, les maladies de la modernité. Des maladies que vous connaissez peut-être autour de vous et qui, pour le coup, abîment la vie, et puis coûtent cher au budget de la sécurité sociale, et puis abrègent la vie. Ça tue. Hein. Ah merde, encore des morts. Mais pourquoi? C'est simple. En fait, ces maladies de la modernité sont des maladies du métabolisme, diabète, obésité, du système immunitaire, asthme, allergie, ou ces fameuses maladies auto-immunes où l'organisme est attaqué par son système immunitaire, comme la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques. Et puis des maladies du système nerveux, comme les syndromes autistiques, le Parkinson, l'Alzheimer ou le burn-out aigu. Toutes ces maladies, je dis bien toutes, quand vous regardez le microbiote du tube digestif, voire dans certains cas même des poumons pour l'asthme, vous vous apercevez que les gens qui sont malades, ils n'ont pas le même microbiote et ils ont souvent un microbiote appauvri par rapport à ceux qui sont sains. Et pour toutes ces maladies, il y a au moins une expérience de transmission de la maladie à des souris en transmettant les microbes des gens qui sont malades. Ou encore, il y a au moins une expérience en milieu hospitalier, pas à la maison de grâce, de transfert de bactéries du tube digestif d'un individu sain à un individu malade qui voit réduire les symptômes. Alors, entendons-nous, juste réduire, et pas forcément longtemps, parce qu'il y a d'autres causes qui sont génétiques, qui sont environnementales, qui sont liées à l'histoire de vie. Je n'ai pas réduit ces maladies à notre microbiote. Mais notre microbiote, quand il s'appauvrit et qu'il fonctionne mal, c'est un des trucs qui nous met au bord de la maladie. C'est une des causes. C'est bête, hein, d'autant plus qu'on devrait pouvoir s'en occuper. Nous avons, par rapport à nos ancêtres ou par rapport à des tribus comme les Yanomami ou les Guaybo et les Malawi qui ne sont pas ou peu contactés par les Européens, nous avons perdu entre 1,5 fois et 3 fois du nombre d'espèces de microbes en nous. Au passage, on a perdu les mauvais. Mais c'est un peu comme un jeu de Jenga. À force d'enlever des trucs, on en a enlevé qui ont compromis l'équilibre et le bon fonctionnement de notre physiologie. Car en termes de physiologie, oui, il y a des équilibres par contre. Ça, là, en physiologie, oui. Et c'est important parce qu'en fait, finalement, on finit par manquer de biodiversité. C'est peut-être l'endroit où la biodiversité nous abîme le plus. Sa perte nous abîme le plus. Ici, sur ce diagramme, ce sont des individus, et ils sont d'autant plus près dans ce diagramme en 3 dimensions que leur microbiote du tube digestif est similaire. Vous voyez très bien que les États-Unis sont très différents des peu contactés et des pas contactés. Vraiment, on a changé, et on a changé en bien pour certaines maladies, mais au passage, nous avons jeté le bébé microbien avec l'eau du bain microbiotique. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Alors, l'idée, c'est que ça coûte en plus très cher. Je vous rappelle, est-ce que vous savez ce que vaut par rapport au budget de l'État le budget de la sécurité sociale? Alors, qui pense que le budget de la sécurité sociale, c'est la moitié du budget de l'État par année? Personne? Qui pense? Une demi-personne. Qui pense que c'est autant? 2. Alors, qui pense que c'est autant que le budget de l'État? Qui pense que c'est plus? Vous n'avez pas trop d'idées. Hein. C'est bête parce que c'est 666 milliards d'euros pour la sécurité sociale, 450 pour l'État. C'est 1,5 fois plus. Donc tout ce qui augmente ça fait des trous qui sont d'un pareil sens incomblables par le budget de l'État. Il est temps de se préoccuper de cette histoire-là. C'est de la souffrance, c'est de la mort anticipée, bien sûr, parce que quelqu'un me disait, oui, de toute façon, ils meurent tous. Oui, d'accord, mais de la mort anticipée et des budgets qui partent en ruine. Et c'est dommage parce qu'on peut s'occuper mieux de notre microbiote. Justement, on peut prendre conscience qu'il est là et s'en occuper mieux. Comment? Eh bien, de 2 façons. Déjà, il faut arrêter tous les gestes qui servent à rien, comme ces gestes de stérilisation absolument aberrantes, des produits pour se rincer la bouche, des produits pour nettoyer les toilettes qui sont complètement bactéricides. C'est simple, hein, ils sont plus chers parce qu'il y a un bactéricide et donc ils ne sont pas pour vous parce qu'il y a un bactéricide. Vous les évitez. Même le gel hydroalcoolique ne sert à rien contre la Covid, on le sait maintenant. Quand on ne le savait pas, c'était bien d'en mettre partout. Maintenant, on sait très bien qu'il n'y a qu'en période de gastro et de grippe que ça vaut la peine d'utiliser du gel hydroalcoolique. Le reste du temps, ça tue votre microbiote et du coup, vous avez besoin de crème. Ces crèmes amènent des conservateurs et des produits émulsifiants qui bousillent votre microbiote. Donc, vous continuez à acheter des crèmes et vous rentrez dans une sphère où vous mettez des béquilles invraisemblablement peu efficaces, là où vous aviez un microbiote qui faisait le travail. Il faut arrêter de traquer la stérilisation de tout. Alors j'en parle dans ce livre, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour vous rappeler qu'en fait, on n'est jamais seul, effectivement, et qu'en particulier, on n'est jamais seul, nous, avec nos microbes embarqués qui font plein de choses pour nous dont on voudrait pouvoir les maintenir. Au total,
Et je vois ici qu'il manque une diapositive, je ne sais pas pourquoi elle a sauté. Je voudrais vous montrer aussi les gestes positifs qu'on peut faire. Entretenir la diversité de microbes de notre tube digestif, c'est manger des fibres, car les fibres, dont les Français ne mangent que la moitié de la dose recommandée, ces fibres, c'est les aliments de nos bactéries. Si on ne donne pas d'aliments, effectivement, la diversité des microbiotes chute. Elle chute non seulement à cause des émulsifiants, des conservateurs et des édulcorants qu'il y a dans notre alimentation, mais elle chute aussi parce qu'il n'y a pas de quoi manger pour les bactéries. Les fibres, c'est ces composés des plantes et des champignons dont il faut manger 5 portions de 100 grammes par jour pour nourrir ces microbes. Parce que nous, on ne les digère pas. C'est leur aliment à eux. Et c'est ça qui entretient leur diversité. Alors on dit aux gens que ça améliore le transit, mais pas du tout. Ça améliore plein d'autres fonctions. Je ne vais pas vous faire la liste. Il y a un très bon livre qui est passé en affichage qui fait la liste des fonctions. Ça améliore le système immunitaire, c'est anticancéreux parce que ça améliore justement la gestion des molécules toxiques dans l'organisme. Enfin, c'est un truc invraisemblablement utile, hein. Mais c'est complètement méconnu. Et du coup, quand on dit juste aux gens, ça améliore le transit, les gens ne se sentent pas très motivés pour l'utiliser. Si on les prenait pour des adultes et qu'on leur racontait vraiment que c'est une façon de gérer leurs écosystèmes internes, eh bien, pour le coup, ils seraient capables, je pense, de se nourrir mieux. Et alors, vous savez, au fait, combien il faut de fruits ou de légumes différents par semaine pour arriver à nourrir une grande variété de microbes? Eh bien, il faut 25 espèces de fruits ou légumes, champignons et céréales complètes comprises par semaine. Voilà. Tiens, c'est un peu comme si la biodiversité des écosystèmes externes venait, comme un outil, au secours de la biodiversité des écosystèmes internes. Vous y êtes? Nous sommes liés à des écosystèmes externes et des écosystèmes internes. Nous devons gérer ces liens, parce que derrière ces liens, cette dépendance-là, elle est une opportunité pour notre santé. Et par contre, alors en creux, si on ne s'en occupe pas, c'est la source de maladies. Bon, c'est bon, je pense que vous avez compris ces réseaux de dépendance et la nécessité de s'en occuper si on veut sauver des vies. Maintenant, continuons avec ce fameux mythe de l'équilibre qu'on aurait perturbé. Alors en biologie, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de théorie de l'équilibre. Même s'il y a des fois des choses comme les équilibres de Locke-Volterra et tout, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça ici. Vous connaissez les équilibres de Locke-Volterra? En fait, c'est des trucs qui crachent une fois sur deux, donc je ne sais pas pourquoi on les a appelés comme ça. Peut-être parce que justement, c'était même des biologistes qui s'étaient pris au mythe de l'équilibre. En tout cas, moi, ce que je vois comme mythe fondateur, plus que mythe, comme théorie fondatrice, c'est la théorie de l'évolution qu'on doit à Lamarck et que Darwin a garni d'un mécanisme. Il y en a d'autres depuis qui se sont accrétés, mais le mécanisme fondamental, c'est la sélection. Et ça fait que tout change tout le temps. Moi, je ne vois pas d'équilibre là. Alors, la règle du jeu est la suivante. À un moment, il y a une diversité d'espèces et d'individus dans chaque espèce. Par exemple, là, une diversité d'individus dans l'espèce humaine. Selon les règles de l'environnement, certains individus ou certaines espèces sont mieux adaptés que d'autres, survivent mieux que d'autres, et non seulement survivent, mais sont plus ou moins en situation de faire beaucoup de descendants selon qui vivent bien ou pas. Vous y êtes, s'il y a un poisson qui est venu écouter cette conférence, il y a longtemps que c'est terminé pour lui. Après, vous allez voir, vous, qu'il y en a qui vont survivre plus ou moins bien. Et quand on survit, on peut faire des petits. Ça, c'est la sélection. C'est que, vu les conditions, et c'est aussi les conditions d'interaction avec les autres espèces, il y a ceux qui sont sélectionnés et ceux-là se reproduisent. Mais ne vous leurrez pas, on dit qu'ils se reproduisent, mais c'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas vrai qu'ils se reproduisent. Ils produisent des descendants qui sont un petit peu différents. Si vous avez des parents ou si vous avez des enfants, vous le savez, ça. Ils ne sont pas tout à fait comme vous. Pourquoi? Parce que le papa et la maman mettent une partie de leur gène dedans. En plus, il y a des mutations qui s'opèrent, qui font que les descendants peuvent être différents. Mais du coup, si nos enfants nous ressemblent, ils ne sont pas identiques à nous. Enfin, ils reçoivent quand même éventuellement certains traits adaptés, même s'ils ne reçoivent pas tout, et ils ne sont pas une recopie. Du coup, ça fait une nouvelle diversité. Parce que ce n'est pas une vraie reproduction, c'est une production de descendants. Et dans cette diversité, de nouveau, la sélection reprend. Vous m'avez suivi? Ça change, ça n'arrête pas de changer. Et cette règle-là, elle explique plein de choses, mais n'oubliez pas qu'elle est perdante. Ceux qui meurent tout de suite, ou qui survivent sans faire d'enfants, ou qui font moins d'enfants que les autres, et donc du coup, petit à petit, leur lignée s'éteint. Ça va? C'est un peu cruel, ça. Alors prenons la peau de l'humanité avec une photo d'étudiants dans un chalutage à proximité de Luc-sur-Mer.
c'est presque à côté. Nous sommes en stage d'agrégation et nous avons 2 couleurs de peau parmi la grande diversité des couleurs de peau de l'espèce humaine. Vous savez que chaque fois que l'homme vit sous les tropiques, les peaux sont foncées. Quand l'homme va vers le sud ou vers le nord, quand il arrive dans la zone tempérée, les peaux blanchissent et ça s'est passé à plein de reprises dans l'évolution. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous êtes au nord, il faut qu'il y ait un peu d'UV, d'ultraviolet qui pénètre dans la peau pour faire de la vitamine D. Et donc, si vous avez la peau claire, les UV peuvent rentrer. Si elle est trop foncée, ça ne rentre pas. Vous allez avoir un déficit en vitamine D. OK ? Et d'ailleurs, les Afro-Américains qui vivent au nord avec une peau noire, eh ben, ils ont 3 à 4 fois moins de vitamine D qu'ils ne devraient au regard des standards recommandés. Donc, ils prennent des gouttes de vitamine D. Maintenant, ce n'est pas mortel. Mais ça fait qu'historiquement, c'était sélectionné d'avoir la peau blanche à latitude élevée. Maintenant, quand la latitude n'est pas élevée, il y a un flux de lumière monstrueux. Il y a énormément d'UV. Il va en rentrer de toute façon. Le problème, c'est les cancers. Et de fait, ces cancers, ils sont évités quand on a de la mélanine, qui n'empêche pas un peu d'UV de rentrer, mais qui empêche justement un flux massif et cancérigène d'UV de pénétrer dans la peau. Si vous m'avez suivi, on comprendrait que les anglo-saxons qui vivent en Australie, ils ont 2 à 3 fois plus de cancers de la peau que les aborigènes, même avec les précautions qu'ils prennent, parce qu'ils ne sont pas adaptés du tout à ça. Donc vous voyez, ça s'applique à l'homme. Et nous avons été aussi sculptés dans notre évolution par les maladies. Il y a eu une peste noire en Europe à la fin du XIIIe qui a décimé les populations et qui a tué entre 30 et 50% des Européens. Quand on déterre les cadavres aujourd'hui des charniers de la grande peste et qu'on regarde génétiquement de quoi ils sont faits, on s'aperçoit qu'ils sont très différents de nous. Pour certains gènes, hein, pas pour tout, mais pour certains gènes. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que la peste s'est arrêtée à un moment. Elle a tué tous ceux qui étaient sensibles. Puis après, il ne restait plus que ceux qui étaient moins sensibles ou pas sensibles. Vous y êtes. Et donc, notre génome, notamment les gènes du système immunitaire, ont été profondément sculptés, sélectionnés par la grande peste. Alors évidemment, au fait, hein, ces charniers nous montrent bien la notion de perdant de l'évolution. Quand on joue à l'évolution, il y a aussi des morts. Donc c'est pas un jeu. Et quand la Covid est arrivée, disais-je, alors il y a quelques gouvernants qui se sont dit tiens, on va attendre que les sensibles meurent et puis on continuera à jouer avec les résistants. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est que entre les masques, le gel hydroalcoolique, parce qu'on ne savait pas très bien quoi faire, et la vaccination, nous, on a eu une évolution culturelle qui nous a permis de contourner, peu ou prou, le risque. Oui, ça, c'est l'évolution culturelle, c'est une autre évolution, alors ça en fait une deuxième, mais ça fonctionne pareil. Hein. Cette évolution culturelle fait que vous pouvez avoir une peau noire au nord, vous prenez de la vitamine D, ou une peau blanche au sud, vous mettez un chapeau et de la crème solaire. Et du coup, maintenant, on n'est plus obligé d'en mourir, même à quelques générations de distance. En tout cas, pour continuer ça, qu'est-ce que c'est que l'évolution culturelle ? C'est la même chose que l'évolution biologique. D'ailleurs, je défends, et je ne suis pas le seul, que c'est une forme d'évolution biologique. Il y a une diversité de traits culturels. C'est des façons de s'habiller, des façons de parler, des façons de penser, des façons d'agir, des façons de se déplacer. Dans cette diversité, il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées, et les gens ont tendance à recopier d'une génération à l'autre ou d'un voisin à l'autre, ils ont tendance à recopier ce qui marche le mieux. D'accord ? Ah bah oui, mais justement, parlons un petit peu de ça. Ce qui marche le mieux, ils le recopient, mais il suffit d'avoir été enseignant pour s'apercevoir que la recopie n'est pas fidèle souvent. Soit parce qu'il y a des incompréhensions, soit parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont mieux faire en changeant quelque chose. Et donc, les traits culturels intéressants sont reproduits par les gens, mais d'une façon qui n'est pas identique à l'état de départ. Et du coup, ça fait que la diversité culturelle change à la génération suivante et que de nouveau, le cycle recommence. C'est le même mécanisme. Et donc, on se retrouve avec une évolution culturelle et une évolution biologique. C'est beaucoup, hein. Et d'ailleurs, jusqu'à un certain point, et on va en parler tout de suite, notre évolution culturelle agit sur notre évolution biologique, en bien ou en mal. Donc on a vraiment, nous, on est au carrefour de plein d'évolutions. Hein. Regardez, un exemple d'évolution biologique qui fait des perdants, à cause d'une évolution culturelle, c'est notre alimentation actuelle, qui pour certains d'entre nous, entraîne un surpoids. C'est ceux-là qui ont un surpoids, c'est ceux qui ont des gènes qui accumulent beaucoup de réserves. Et ça, quand il y avait des disettes, c'était plutôt sélectionné. Hein. C'était un peu les derniers à mourir, en fait. Mais maintenant qu'on mange gras
Et sucré, bah, regardez, on est à 17% d'obésité en France, enfin même 17% révolu, puisque mon diagramme ne va pas jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est cher pour la sécurité sociale. Ça, c'est du malheur humain. Et puis, ça, c'est des vies abrégées. Et au fait, c'est aussi des gens qui font moins de descendants que les autres. Vous voyez la contre-sélection en cours? Alors, c'est absolument monstrueux, parce que on choisit ce qu'on mange. Mais n'empêche que là, on mange un truc auquel on n'est pas adapté, donc on en meurt. Alors, vous voyez que la probabilité d'avoir une grossesse et de la mener à son terme, quand une femme n'a pas assez de réserve, bon, bah, c'est plus difficile. Il y a un minimum de réserve à avoir, mais quand l'indice de masse corporelle augmente, la probabilité de mener une grossesse à bien chute. Elle chute parce que il y a plein de problèmes physiologiques, il y a des risques d'avortement, ou il y a même des dangers qui conduisent à des avortements thérapeutiques. C'est moins marqué, cette histoire-là, pour les hommes, mais n'empêche qu'on voit très bien la contre-sélection en cours d'un trait biologique à cause de traits culturels. Voilà. Voilà, je pense que vous avez vu les perdants, vous avez vu que ça coûte cher, vous avez vu que ça fait du désarroi humain. Et nous, au milieu de toutes ces évolutions, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bien sûr, on croit à l'évolution, mais on n'y croit pas du tout comme quelque chose qui structure ce que nous sommes, qui explique d'où nous venons, et surtout qui pourrait être une façon d'agir. Regardez plutôt. Je vais maintenant vous emmener dans un autre endroit où on tue des gens parce qu'on ne sait pas gérer l'évolution, la résistance aux antibiotiques. Vous voyez qu'au fur et à mesure de l'utilisation des antibiotiques, il y a de plus en plus de bactéries résistantes. Et aujourd'hui, la résistance aux antibiotiques, c'est 3 à 4 000 Français qui meurent chaque année d'une atteinte bactérienne avant qu'on ait pu trouver quel antibiotique les soigne. 25 000 en Europe, 2 millions dans le monde par an. Vous les sentez, les morts, là? Bah oui, parce que quand on met un antibiotique, ça sélectionne les bactéries résistantes, et bientôt, il faut en mettre plus, ou même, c'est même plus la peine d'en mettre, parce que les bactéries sont complètement résistantes à l'antibiotique. Ça s'appelle de l'évolution. Vous y êtes? C'est très attendu. Alors, il y a plein d'autres fois où ça merde comme ça. Hein. Voilà, par exemple, vous mettez un pesticide, et les insectes ou les plantes deviennent résistantes. Regardez comment, en une cinquantaine d'années, le doryphore est devenu résistant à une cinquantaine, presque une soixantaine d'insecticides différents. Regardez comment, en une soixantaine d'années, aux États-Unis, où on en a vraiment abusé, une trentaine d'espèces de plantes sont devenues résistantes au glyphosate. C'est pas inattendu. Hein. Vous mettez un produit, vous sélectionnez les résistants. Ils ont d'autant plus de succès qu'ils sont seuls. Donc à eux la bouffe, hein. À eux l'espace. Tout ça, c'est l'histoire d'échecs. Alors on peut ne pas aimer les pesticides, mais supposons qu'on les aime et qu'on les pense comme une façon de faire, vous voyez qu'on les utilise très mal. Vous allez me dire, ouais, mais comment faire? Notamment en santé, où on a besoin quand même de détruire les... je vous emmène sur des méthodes qui sont inspirées par, tout simplement, l'évolution. Et la première, ça va être une méthode de lutte contre les virus. Mais on pourrait avoir la même pour les bactéries. Hein. Bon, c'est sur les virus. Ça s'appelle la trithérapie. On donne 3, parfois 4 ou 5 agents antiviraux à un malade. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça devient très très difficile pour le virus de contourner ça. Parce que celui qui est résistant à la molécule 1, il est tué par la 2 et la 3. Celui qui est résistant à la 2, il est tué par la 1 et la 3. Vous y êtes? Il faut qu'à un moment, par hasard, dans le même virus, apparaissent 3 mutations qui le rendront chacune résistant à l'une des drogues. Vous savez quoi? La probabilité n'est pas nulle, mais elle est tellement faible que le malade meurt de vieillesse avant que le virus ait trouvé la sortie. Et du coup, comme les résistances n'évoluent pas, c'est pas intéressant d'être plus résistant à 1 si de toute façon 2 et 3 vous tuent. On peut continuer de donner des toutes petites doses compatibles avec la vie du malade. Parce que ces molécules, honnêtement, c'est pas bon pour la santé. Oui, mais on reste sur des petites doses. Vous y êtes? Bon, c'est fait, ça s'appelle un mur évolutif. Un mur sélectif. L'adversaire ne peut pas contourner. Pourquoi on donne les antibiotiques un par un? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Demandez aux médecins. Peut-être que c'est parce que les facs de médecine ne sont pas dans les facs de sciences. Non, mais ça me vient tout d'un coup comme ça. Ça vous étonne pas, vous, ça? Ah oui, hein, moi, ça m'étonne un peu. Bon. Enfin, au XVIIIe siècle, non. À l'époque de la lancette, non. Et de la saignée, non. Maintenant, je me dis, tiens, peut-être qu'on aurait gagné ça. Hein. Bon. Alors maintenant, on fait ça en agriculture. Vous y êtes? Tiens, je vais faire ça d'abord en mettant dans un champ des variétés, alors sélectionnées soigneusement pour avoir les mêmes caractéristiques agroalimentaires et aussi pour être mûres en même temps, mais qui ont des résistances différentes. Quand j'ai un champ de blé avec une seule maladie et que je mets un champignon, le champignon
bah, y a ceux qui arrivent à s'installer sur le premier plan, et une fois qu'ils se sont installés sur ce plan, quand ils passent sur les autres, c'est les mêmes. Ça va? Donc, bah, c'est un strike, quoi. Ici, j'ai mélangé plusieurs variétés qui ont des profils de résistance différents. Vous voyez que le moment c'est pas qu'il n'y a pas besoin de pesticides, c'est que le moment d'agir avec les pesticides, alors surtout si vous les mettez par 2 ou 3 à la fois, le moment est retardé. Puis si vous les mettez par 2 ou 3 à la fois, alors en plus il n'y aura pas de résistance, donc vous allez continuer à travailler à petite densité, enfin à petite concentration. Ça va? Bah, c'est aussi un mur sélectif, ça, les paysages mosaïques. Et puis, au fait, les haies, c'est quoi d'autre qu'aussi une hétérogénéité du paysage qui fait que pour se transmettre, eh ben, y a des endroits où on n'est pas forcément adapté. Je veux dire, on se transmet dans le champ. Voilà, et pour passer d'un champ à l'autre, bah, c'est encore une difficulté. Et faire des paysages mosaïqués, notamment avec des haies, ça fait partie des façons de lutter contre les ravageurs des cultures. Une haie, en moyenne, c'est moins 84% de flux de pathogènes d'une parcelle à l'autre. À cause de l'obstacle physique, à cause des chauves-souris, à cause des oiseaux qui mangent des insectes. Vous y êtes? Alors c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que l'évolution, ça peut être un outil. Et je viens de résoudre d'ailleurs le problème des pesticides. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais je n'ai pas dit qu'on n'en utiliserait pas, mais on va en utiliser moins et ce sera meilleur pour notre santé. Bon, donc l'évolution, elle est multiple, permanente et utilisable. Ce n'est pas juste un décor dans lequel on fait les cours de biologie, hein. C'est une façon d'agir si on a compris comment ça marche. Et nous, humains, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, nous ne pourrons jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour. Tout est changement, rien n'est équilibre, tout est devenir. C'est à nous de choisir les devenirs, comme le disait Lamartine dans Le Lac. Il ne parlait pas de ça, mais bon, c'est quand même la très bonne formulation qu'on peut trouver. Le mythe des déchets. Alors, ouais, soi-disant, on est entouré de déchets et c'est pas bien. Alors, c'est bien ça? Non. Et ça, là? Alors, nous sommes à côté de l'université de Gdansk, où j'enseigne. Nous sommes dans la lettrée de l'université. Respirez un peu, parce que l'ambiance était quand même tendue. Là, il y avait des morts partout. Prenez un bol d'air. Vous aimez ça? Qui n'aime pas? Ah, une personne, 2 personnes, 3, 4 personnes qui n'aiment pas. Alors, cette lettrée est quasi spontanée, hein, elle est monospécifique un peu par elle-même. C'est pas, voilà. Mais surtout, c'est plein de déchets. Hein. Des feuilles mortes, du bois mort, les arbres, ils jettent par terre tout, et puis même, ils bazardent dans l'air un déchet à eux qui est l'oxygène, c'est du pipi gazeux de plante. Hein. Ce que vous avez respiré là pour faire votre pause de détente, hein, c'est du pipi de plante gazeux. Oui. Être vivant, c'est faire des déchets. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, quand je regarde ces déchets-là et ces déchets-là, j'ai pas la même impression. Oui, d'accord. En fait, c'est que ces déchets-là, bah, l'oxygène, vous l'aurez utilisé, les feuilles mortes, il y a des champignons qui les décomposent et ça relâche de l'azote et du phosphate qui va permettre aux arbres de pousser. Oui, en fait, il y a des déchets qui sont anciens. Et ça a sélectionné ceux qui les utilisent. Vous y êtes? Et donc, les vieux déchets, ils ont des utilisateurs. Et on va y revenir, le vrai problème, c'est les nouveaux déchets. Mais et donc, en fait, c'est les déchets qu'on fait qui n'existaient pas avant. Bon, il y a aussi un petit détail, c'est la quantité qui compte, mais je ne vais pas aborder cet aspect-là. Je voudrais surtout aborder les nouveaux déchets et vous parler d'un déchet dont l'apparition a été dramatique pour le monde vivant. Alors que maintenant, il est bénin. C'est l'oxygène. L'oxygène, il n'y en a pas hein, sur Terre, normalement. Il est apparu avec la photosynthèse. D'accord ? Eh bien, ça s'est passé il y a 2,3 à 2,5 milliards d'années. Et il y a 2 milliards d'années, il a commencé à y avoir beaucoup d'oxygène qui s'était accumulé. Et ça a été un désastre parce que beaucoup d'organismes n'étaient pas tolérants à l'oxygène. Ça demande de sacrés mécanismes, notamment contre les radicaux libres, de vivre en présence d'oxygène. Bon, vous les avez, mais à l'époque, personne ne les avait. Ça a déjà ratiboisé du monde. Mais il y a eu un autre petit détail tout bête. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'oxygène. Il y en avait dans l'eau de mer, quoi. Comme il n'y avait pas beaucoup d'oxygène, il n'y avait pas de couche d'ozone. Donc pas de filtre à UV, donc on ne vivait pas sur Terre, on vivait dans l'eau, puisque l'eau filtrait les UV, mais sur Terre, il y avait encore trop d'UV. Vous y êtes? Et dans l'eau, il y avait tout à manger, notamment il y avait beaucoup de fer, sauf que quand il a commencé à avoir de l'oxygène dans l'eau, le fer a rouillé. Et le fer rouillé, bah, c'est insoluble. Vers 2 milliards d'années se déposent d'énormes gisements de fer, c'est aujourd'hui plus de 95% de nos mines qui sont faites dans des gisements de fer rubané comme ça, qui ont en gros 2 milliards d'années.
Tout le fer s'est insolubilisé et il n'y a plus un pet de fer dans l'océan. C'est encore vrai, hein. Pourquoi est-ce qu'on pêche sur le littoral où il y a des métaux lourds? Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de fer dans l'océan. Si vous êtes au milieu de l'Atlantique, ce n'est pas la peine de mettre de l'azote ou du phosphate pour fertiliser la mer, pour qu'il y ait des algues qui poussent, des crustacés qui se développent et des poissons qui se développent, hein. C'est du fer qu'il faut mettre. Et c'est pour ça qu'on va pêcher la morue à Terre-Neuve ou en Islande. C'est qu'il faut une côte qui amène du fer. Aujourd'hui, dans l'océan, depuis 2 milliards d'années, il y a un déficit de fer qui fait qu'il y a très peu de vie au milieu de l'océan. Il n'y en a que sur les côtes où les fleuves ramènent du fer. Et puis, éventuellement, d'autres métaux lourds issus de nos activités. Vous y êtes? C'est ça l'histoire. C'est qu'il y a 2 milliards d'années, ça a été une catastrophe à cause de l'oxygène lui-même et à cause de la déplétion en fer du seul endroit où on pouvait vivre. Le bilan, c'est qu'il s'est passé ensuite quelque chose qu'on appelle le boring billion en paléontologie, le milliard d'années chiant, où il y a très peu d'évolution morphologique, très peu d'innovation dans les fossiles. En fait, tout reste pareil. Et puis au bout d'1 milliard d'années, la vie reprend et recommence à se diversifier parce qu'il y a des mécanismes qui sont apparus pour vivre avec l'oxygène, voire l'utiliser. Ce sont vos ancêtres. Et entre-temps, en plus, la Terre est devenue habitable parce que maintenant, il y a de l'ozone. À force d'avoir de l'oxygène, on a fini par avoir de l'ozone. Et on a pu aller vivre sur Terre où là, du fer, il y en a dans le sol. Enfin, il y a la moitié de cette salle qui sait que l'équilibre martial, comme on dit, la gestion du fer dans l'organisme, c'est parfois difficile, hein, quand même. Ça reste pas si simple. Enfin, quand on a des règles tous les 3 semaines et demie, vous y êtes, ça peut être difficile. Le fer, c'est pas... il est oxydé, donc il est plus soluble dans l'eau, il est très dur à acquérir. Ça va? Bon. Donc l'idée, c'est que... Alors là, je ne sais pas si vous avez vu l'équilibre, mais moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Il y a un truc qui apparaît et il bousille tout autour de lui. Et il y a 1 milliard d'années de patouillage pour s'en remettre. Ça, c'est vraiment un produit de l'évolution. Hein. L'évolution d'une espèce peut perturber le milieu et l'homme n'est que la dernière histoire en date où l'apparition d'une espèce ou d'une nouvelle façon de vivre perturbe le milieu. Il n'y a pas d'équilibre. Et il y a eu des déséquilibres, des changements violents de direction avant l'homme. D'accord? Mais surtout, ça nous montre qu'au bout de quelques temps, les déchets finissent par être utilisés. Et ce déséquilibre ou ce violent changement de direction lié à l'oxygène, aujourd'hui, il est résolu, tout le monde vit avec, parce que les vieux déchets ont leurs utilisateurs. Par contre, les nouveaux déchets, c'est plus dur. Et ça nous ramène à tout ce qu'on appelle les xénobiotiques, c'est-à-dire ces molécules produites par l'homme qui n'existaient pas avant. Les PFAS, les plastiques, les pesticides. Et il y a peu de choses qui les dégradent. Et c'est pour ça que le plastique, il ne se dégrade pas dans l'environnement. Il n'y a personne qui en mange. Alors, il y en a quelques-uns qui peuvent en manger, mais vous voyez très bien, de fait, dans l'environnement, qui ne sont pas encore très compétitifs. Donnez-moi 30 millions d'années, ou même peut-être que 10 millions d'années, en fait, peut-être même 500 000 ans, et je pense qu'il y aura des organismes qui bouloteront ça et que ça ne durera pas longtemps dans la nature. Ils existent déjà, mais ils ne sont pas très compétitifs. Demain, leurs descendants seront sélectionnés. Mais en attendant, ça s'accumule. Et comme ça s'accumule et que ça ne se dégrade pas, ça se fragmente en petits morceaux de toute taille, de absolument toutes les tailles. C'est les microplastiques. Et les plus petits, en se délitant, libèrent des molécules dont certaines, pas toutes, mais certaines sont cancérigènes ou miment nos hormones, mais pas à bon escient. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Vous y êtes ? En fait, c'est encore une mauvaise nouvelle, ça, parce que ça va tuer du monde encore. L'humanité aurait créé plus de 350 000 molécules xénobiotiques avec l'avènement de la chimie de synthèse, c'est-à-dire des molécules qui n'existaient pas dans la nature avant. On en invente encore 5 000 par an. Je veux dire, on invente et on commence à en utiliser 5 000 par an. Ça va ? Et tout n'est pas dégradé, loin s'en faut. Et finalement, ça finit par nous nuire nous-mêmes. Il y a des petits indices de ça, parce que c'est vrai que la longévité augmente parce qu'il y a plein de gestes positifs, mais on voit très bien qu'il y a un certain nombre de choses qui montrent que le milieu est de plus en plus toxique. Et qu'en fait, notre augmentation de longévité, c'est parce qu'on surcompense ça. Mais ce n'est pas forcément que les conditions de vie s'améliorent. En 50 ans, la concentration du sperme des hommes a été divisée par 2 en Occident. Il y a 2 fois moins de spermatozoïdes dans un éjaculat. Alors pour les femmes, la fertilité a baissé aussi, mais comme les femmes ont tendance, et ça c'est culturel, à faire des enfants plus tard, et qu'à partir de 20 ans, la fertilité chute, on ne sait pas déterminer, chez la baisse avérée de fertilité féminine au moment de la première gestation, ce qui est culturel et ce qui est environnemental. D'accord ? Donc je vous donne ce chiffre qui, lui, est raide. Alors dans le même implacable, on a ce chiffre pour les cancers des 0-19 ans. Les cancers, c'est des maladies du vieillissement, c'est des mutations qui arrivent avec l'âge. Ça a augmenté pour les 0-19 ans d'un facteur 1,4 en 50 ans. Alors,
une espèce de contradicteur de base, le type qui n'arrêtait pas de me dire dans un colloque, ouais, mais ça c'est vos chiffres, c'est n'importe quoi, me dit, ouais, mais à l'époque, on ne savait pas bien documenter les cancers. Alors, il y a un type de cancer qu'on documente bien, par contre, sur les actes de décès en particulier, c'est les cancers du cerveau. Ils ont été multipliés par 3 depuis 1950 chez les 0-19 ans. J'étais tombé sur un con, il me dit, voyez, par exemple, on sait très bien que le cancer du cerveau, ça c'est documenté, mais les autres cancers des années 70, souvent on ne mettait pas sur l'acte de décès. OK. Ben, il y a des bases de données. Hein. Donc, si vous voulez, tout le monde essaie de nier ça en disant « Ouais, mais non, mais la vie augmente. » Ouais, mais en fait, n'empêche qu'il y a des choses qui montrent que l'environnement devient toxique pour nous, parce qu'aucun d'entre nous n'est adapté à toutes ces choses qu'on a mis dans le milieu et à leurs dérivés. Et ça, eh ben, ça ressemble vachement à un mur sélectif. Parce qu'il y a tellement de molécules qui traînent qu'aucun d'entre nous ne peut être adapté à toutes ces molécules. Alors certes, nous n'en mourrons pas tout de suite. Nous en mourrons simplement plus jeunes d'un cancer ou d'un AVC, parce qu'il semblerait que les AVC et les microplastiques, il y a une histoire d'amour là, entre eux. Je veux dire. Mais nous n'en mourrons pas tout de suite, on a le temps de se reproduire. Mais par contre, nul n'y est adapté. En fait, ce mur évolutif qu'on ne sait pas bien monter face à nos adversaires, on est capable de le monter en face de nous, tant nous sommes ignorants des leçons de l'évolution et de la nocivité de certains déchets. Alors, c'est un peu déprimant. Est-ce que tous les déchets sont mauvais? Attention, attention. Revenons aux déchets canal historiques, ceux qui sont là depuis longtemps, et eux, quand on les fait, il y a du monde pour s'en occuper. Et je voudrais vous emmener à un endroit, je voudrais vous amener à un certain point, où se trouve, d'après ce que disait un essayiste et architecte viennois, Hundertwasser, que vous connaissez peut-être, où se trouve cette éternité que l'humanité a toujours recherchée et qu'elle n'a pas cherchée au bon endroit. C'est ce que dit Hundertwasser, parce que là, en fait, c'est bourré d'azote, de phosphate et de fertilisants qui vont permettre à la vie de continuer. L'éternité, elle est dans nos selles et nos urines. Parce que c'est ça qui permet ensuite à d'autres organismes de se développer. Plutôt des végétaux et des choses comme ça. Mais demain, des animaux qui les mangent. Et demain, peut-être nos enfants qui mangent ces animaux-là. L'urine, c'est 11 grammes d'azote par personne et par jour et 1,5 g de phosphore. Soit 3,5 g de phosphate. Vous y êtes? C'est de l'engrais pur. En plus, microbiologiquement, c'est à peu près propre. Il y a très très peu de bactéries dedans et on peut mettre directement ça dans les champs. C'est un fertilisant immédiatement utilisable. Dans les fesses, la partie solide, pardon, excusez-moi, c'est 0,7 g de phosphore, 3,4 g de phosphate. Dans les fesses, la partie solide, il y a 1,5 g par personne et par jour d'azote. C'est pas énorme, mais il y a pratiquement autant, vous voyez, de phosphate quand même. C'est une des choses que les chiens venaient chercher auprès des habitations humaines. Historiquement, c'est ça qui a rapproché, c'est un des facteurs qui a rapproché les loups des hommes. Ils venaient manger les crottes comme source de phosphate. Oui, méconnu, mais il y a du phosphate. Alors en tout cas, le problème des fesses, c'est que là, il y a des bactéries indésirables, et il va falloir composter ou fermenter avant d'utiliser comme engrais. On pourrait déjà récolter l'urine, et c'est ce que font des bâtiments expérimentaux très sérieux, accompagnés par l'École des mines de Paris, à Paris, notamment le chef-lieu, le siège de l'ESA, l'Agence européenne spatiale à Paris, qui va être complètement basé sur un recyclage de l'azote et du phosphate. Bon, donc là, ces engrais-là, que vous preniez ou non les fesses, c'est plus dur à manipuler, ils ont une caractéristique. D'abord, ils couvrent 20 à 40% des besoins de l'agriculture française. Mais deuxièmement, le cadmium, il est resté dans vous. Ah ben voilà. Si je commence à utiliser ça, plus tous vos déchets ménagers, biologiques, je vais pouvoir diluer les engrais minéraux, je ne vais pas les supprimer, mais je vais les diluer avec des apports d'azote et de phosphate sans cadmium, et du coup, je vais retomber en dessous de 1,4 fois la dose maximale. Vous y êtes? Ben oui, dans le lien aux écosystèmes externes, au fait, c'est pas juste qu'ils sont eux qui sont des solutions pour vous, c'est peut-être aussi vous, des fois, qui êtes des solutions pour eux. Vous le sentez mieux, le lien, là? C'est un lien qui est une solution pour leurs besoins, mais aussi pour votre santé. Bon. Donc, vous savez maintenant que les déchets, il y a le pire et le meilleur. Il faut trier les déchets qu'on ne peut pas se permettre et ceux qu'on peut se permettre à condition de les mettre au bon endroit et de ne pas dépenser ces impôts locaux pour les disperser dans l'environnement pendant que les agriculteurs se ruinent à acheter de l'azote et du phosphate toxiques. Au fait, et avant mon dernier point, c'est important que j'insiste là-dessus, la nature n'est pas bien faite. Vous avez vu, la nature, elle est comme elle est. Des fois, il y a des trucs bien, des fois, il y a des trucs pas bien.
Ça va? Bien faite, c'est de notre point de vue. Et ça n'empêche pas d'ailleurs que la nature soit belle. Ça, c'est votre point de vue à vous, votre œil esthétique, et vous pouvez trouver une pollinisation ou les mécanismes génétiques de régulation de l'équilibre des quantités des différentes protéines produites par le génome de la Covid, belle. Il y a des mécanismes génétiques dans les cellules qui sont absolument extraordinaires. Sur le génome de ça, les gènes, ils sont classés de celui qui doit faire le plus de protéines à celui qui doit en faire le moins. Et au fur et à mesure que le génome est lu pour faire des protéines, il y a une probabilité de décrochement du système qui fait ça. Vous y êtes? Du coup, plus vous êtes dans les premiers gènes, plus il y a de production, plus vous êtes dans les gènes suivants, moins il y a de production, et ça régule mécaniquement la quantité de produits de chaque gène. C'est d'une élégance parfaite. Enfin, un ingénieur n'aurait pas pensé ça mieux. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas dit que la nature n'est pas belle. Hein. Je la trouve absolument, tant dans sa complexité que dans sa forme, dans sa morphologie, je la trouve remarquable. Mais elle n'est pas bien faite. C'est important, hein, parce que ce qui va suivre n'est pas bien fait du tout, mais c'est naturel. Vous êtes prêts? En fait, cette partie qui suit, quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, bon, il est déjà assez épais comme ça. Marc-André, tu le vendras de toute façon, parce qu'il y a toujours des gens pour croire que tu écris des choses intéressantes. Donc, c'est pas la peine d'en tartiner encore. Néanmoins, vous allez voir que vu l'importance du sujet, il n'aurait pas été honnête de ne pas en parler. Parce qu'il y a des morts. Encore. Soi-disant, les sexes sont égaux. Les hommes et les femmes sont égaux. Alors, entre nous, hein, moi, ça ne me gêne pas qu'on veuille qu'il le soit. C'est même d'ailleurs ce que je souhaite. Mais alors, en termes d'égalité, tiens, je vais vous prendre un exemple d'un moment où clairement les hommes et les femmes sont égaux, parce que c'est la même chose pour tout le monde, c'est la posologie des médicaments. Vous y êtes? C'est unisexe. Hein. Il n'y a que pour les femmes enceintes, c'est-à-dire que quand elles sont accompagnées d'autres choses, qu'on prend soin d'elles. Alors là, non, attention. En général, on ne dit pas pour les femmes enceintes, parce qu'on ne sait pas ce que ça fait, donc on se couvre. Mais le fait est que comme c'est la plupart du temps cobayé sur des hommes, eh bien, les femmes ont 2 fois plus fréquemment des effets secondaires et sont en moyenne 2 fois plus intenses que ceux des hommes. Bon, c'est pas égal, hein, c'est différent. Notamment chez les femmes, le temps de clairance rénale, le temps d'élimination des toxines et notamment des médicaments est plus long. Voilà. Puis en plus, elles sont plus petites en moyenne. Alors en moyenne, hein, il y a des très grandes femmes et des petits mecs, hein, bon, bien sûr. Mais en moyenne, elles sont plus petites, donc il en faudrait moins. Et en plus, elles éliminent moins vite. En fait, ce truc-là a été montré après avoir retrouvé écrabouillé entre leur volant et leur dossier de voiture tout un tas de femmes qui avaient pris des somnifères en Amérique, avec la posologie recommandée pour les hommes, sauf que pour elles, le lendemain matin, elles étaient encore sous l'effet du somnifère. Et donc, voilà. Donc, au bout de quelques morts, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que réduire l'écart de prise en charge, en plus entre les hommes et les femmes, ça nous économiserait 920 milliards d'euros par an à l'échelle globale. Vous y êtes? De quoi s'acheter plus de fusées ou plus de bombes, enfin, vous voyez, pour jouer vraiment, quoi. Non, mais il y a des vraies économies à faire, là. Vous voyez que la question budgétaire n'est jamais très loin. Alors, un autre domaine qui tue aussi, c'est le fait que les mensurations des mannequins qui servent à faire des tests crash pour les voitures sont masculinoïdes. Alors ça change. Mais longtemps, ça a été plutôt des mannequins mâles, et ça fait que les femmes ont 16% de risque de séquelles graves en cas d'accident et 60% en cas de collision frontale, 60% de probabilité en plus de mourir dans l'accident. Ça va? Mais à part ça, un homme et une femme, c'est pareil. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une surmortalité féminine exacte, et vous allez voir pourquoi. N'empêche que quand il y a un accident, elles ont plus de chances de mourir dans l'accident. Mais vous allez voir pourquoi elles ne meurent pas plus. C'est pour après. Et ce sera encore une différence. Alors, c'est pas dire qu'elles conduisent mieux, parce qu'en fait, sur les micro-accidents, c'est pas gagné pour elles. Hein. Mais vous allez voir la différence. Elle va venir, et ça va être encore une différence qui fait qu'effectivement, on ne décrit pas de surmortalité féminine. Bon. Alors maintenant, j'aimerais venir au cœur de l'histoire, notamment de la reproduction. Car après tout, d'un point de vue biologique, ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, culturellement, moi je ne suis pas bien passé pour en parler. Mais biologiquement, il y a quand même une définition, c'est des rôles asymétriques par rapport à la reproduction. Le mâle, c'est le sexe, chez toutes les espèces animales, qui investit le moins dans la reproduction.
Et la femelle, c'est le sexe qui investit le plus, c'est-à-dire par descendant. Chez nous, par exemple, par descendant, une femme, c'est 9 mois de gestation, c'est un allaitement. Chez l'homme, ça peut se réduire à rien. Ça ne veut pas dire que culturellement, ça ne peut pas être autant. Moi, je me suis levé la nuit pour réchauffer des biberons, d'accord? Mais ce n'est pas biologique, ça, c'est culturel. Biologiquement, il y a une asymétrie, et donc on définit les deux sexes comme ça. Bon, alors vous comprenez que pour un mâle, comment faire un maximum de descendants? Bah, il faut avoir un maximum de partenaires, parce que c'est les partenaires qui vont porter les descendants. Vous avez une idée, dans l'espèce humaine, du maximum de descendants décrits pour un homme? Il s'agit d'un aïeul de l'actuel roi du Maroc. Alors, c'est ce que disent ses biographes. Le truc qui est positif, c'est qu'il avait un harem, donc on sait que les seuls spermatozoïdes qui rentraient, c'était les siens. Bon. Le truc négatif, c'est que si vous faites un petit calcul avec une activité sexuelle bien soutenue, il faut vraiment viser juste pour y arriver, hein, sur le temps d'une vie. Mais on se dit que 100, 200, et on sait très bien sur Gengis Khan, par exemple, que son chromosome Y, qui est maintenant chez plusieurs dizaines de millions d'Eurasiatiques, il témoigne d'une activité sexuelle et fécondante qui a été bien au-dessus de la moyenne et qui a dû se compter par centaines. D'accord? Bon. Maintenant, pour les femmes, le record, bah, c'est moins, mais c'est beaucoup. C'est l'histoire d'une paysanne russe au XVIIe et d'une femme de la bourgeoisie au XIXe à Vienne. Elles ont en commun qu'on connaît le nom de leur mari, le prénom de leur mari, mais leur prénom à elles, on ne le connaît pas. Voilà. Normal. Et alors, oui, dans les deux cas, on est à 27 gestations. Parce que, en fait, c'est les femmes qui souffrent, on peut dire souffrir, parce que là, quand même, physiquement, c'est difficile, hein, de polyovulation. Et une jeune africaine s'est fait retirer les ovaires récemment, après, à l'âge de 45 ans, avoir eu 45 enfants. Voilà. Donc, et c'est aussi des polyovulations. Mais vous voyez que, alors, ça, c'est un peu pour détendre l'atmosphère, encore que, bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment... Ça ne doit pas détendre le soir quand ils braillent tous, les ptios, hein. Mais pour être plus sérieux un instant, vous voyez que de toute façon, ça nous paraît déjà exorbitant. C'est évident que les femmes sont limitées par les ressources pour faire des descendants, alors que les hommes sont limités par l'accès aux femmes. Et dans le monde vivant, les mâles sont limités par l'accès aux femelles qui vont en fait faire l'investissement. Vous y êtes. Donc, pour un mâle, ce qui compte pour avoir plus d'essence, c'est de maximiser le nombre de partenaires. Pour les femelles, ça ne sert à rien de maximiser le nombre de partenaires. Par contre, si elles peuvent prendre des partenaires qui sont de très bonne qualité génétique, alors la survie des descendants augmente et c'est la seule chose qu'elles peuvent améliorer, la qualité des partenaires. D'accord? Alors, maintenant, histoire naturelle. Voyons la maximisation du nombre de partenaires et regardons le point commun entre ces deux espèces, indépendamment du fait qu'elles sont un peu en voie de disparition et qu'elles sont sympathiques, jusqu'à ce que je vous explique le troisième point commun. Alors, eh bien, c'est deux espèces où les mâles harcèlent systématiquement les femelles pour essayer de les féconder. Observez bien les moineaux, vous verrez. Ils ne sont pas en train de bouffer. Vous voyez tout de suite qui sont les mâles. Hein. Alors, j'ai même, chez un insecte, des organes du viol. Oui, parce que c'est de ça dont on parle. Hein. C'est l'accouplement, même quand le partenaire n'est pas consentant. La partenaire n'est pas consentante. Là, j'ai la mouche scorpion, ainsi nommée parce que les mâles ont une pince, pas les femelles. Cette pince permet de maintenir la femelle en position d'accouplement. On la coupe, l'accouplement peut avoir lieu quand même. Hein. C'est pas par là que ça sort. Donc, mais simplement, les femelles non consentantes s'envolent. Et donc, l'accouplement n'a pas lieu. Voilà un organe du viol. C'est toujours les mâles qui violent les femelles dans toutes les espèces biologiques. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il y a des déterminismes génétiques qui poussent à harceler les femelles et à les violer, j'ai pas dit un gène du viol, hein, je ne suis pas réducteur, mais tout un tas de traits qui font que. Eh bien, si vous avez ces traits, vous faites plus de descendants. Et vous leur transmettez, si ce sont des mâles, ces traits. C'est sélectionné. Bon, alors, vous allez me dire, tout ça, c'est des animaux, hein, c'est pas chez nous que ça arriverait. Hein. Chez nous, les femmes portent 60 fois plus souvent plainte pour viol que les hommes, sachant que pour les hommes, c'est souvent classé sans suite ou c'est souvent de la manipulation, souvent, pas toujours, souvent, et qu'on pense que seuls 10% des femmes déposent plainte.
Alors vous allez me dire, mais Marc-André, il y a longtemps que ça n'augmente pas le nombre d'enfants. Alors, attention, moi je dis que ça a été sélectionné dans le passé. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça améliore le nombre de descendants. Ça va? Bien sûr. Aujourd'hui, dans nos sociétés, ça n'augmente pas le nombre de descendants. Mais si ça l'a augmenté, on hérite de ce passé sélectif. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment fini? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe sur tous les terrains de conflit du globe? Des hommes violent des femmes, plus ou moins. Et là-dessus, tous les enfants ne sont pas trucidés par leur mère avant ou à la naissance. Vous y êtes? Gengis Khan. Donc c'est même pas sûr qu'aujourd'hui ce soit partout vrai que c'est plus un avantage. Mais en tout cas dans notre société ça ne l'est plus. En fait, on paye un lourd tribut à notre passé sélectif. C'est une partie de la nature en nous. Et on ne veut plus entendre parler de ça, mais il faut bien comprendre d'où on part biologiquement. Alors souvent les gens me disent non mais le viol c'est une culture du viol. Moi je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des déterminants culturels. C'est vrai qu'un garçon c'est bien quand il a beaucoup de conquêtes féminines. C'est plutôt bien, hein. Mais je me rappelle, avant-hier, ma femme me dit, quand même, Léon, il y a quand même pas mal de petites filles qui viennent à son anniversaire. Hein. Je dis, mais Alicia, est-ce que tu aurais dit, s'il s'appelait Léonie, oh, il y a quand même pas mal de garçons qui viennent à son anniversaire. Vous voyez, c'est le début du bordel. Pourquoi un homme, c'est positif qu'il ait beaucoup de partenaires? Pourquoi est-ce qu'on vit dans un pays où, très longtemps, le crime passionnel a été une circonstance atténuante, alors qu'en gros, c'était un mec qui tuait sa femme? Ah oui, mais il l'aimait, pardon. Ça a dû adoucir sa mort. Vous y êtes? Donc la culture peut renforcer des traits biologiques. Et il y a peut-être une culture du viol, c'est très possible, mais il y a aussi une biologie du viol. Et ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. On veut qu'en anticipant et en gérant dans la formation et l'imaginaire collectif les choses, on se dise les hommes, ils risquent de faire ça, et ça, c'est répugnant, on n'en veut pas, et que ça devienne un tabou pour les hommes. Voilà, après tout, vous voyez, nos tabous sont mal faits. On ne peut pas être tout nu en public ou faire pipi en public. C'est tabou, ça n'a jamais tué personne. Hein. Par contre, massacrer une femme, c'est mal, mais personne ne le ressent comme un tabou. Ah non, c'est pas un tabou. Hein. La preuve, c'est qu'il y en a qui le font. Les tabous, on ne les fait pas en général. Ouais. Ou très, très, très rarement. Enfin, on n'en fait pas un par jour en France de tabou. Bon. Alors, en tout cas, pour revenir là-dessus, hein, ça, c'est comment les hommes abîment les femmes. Et j'insiste bien, c'est pas parce que je dis qu'il y a des bases biologiques au viol que je dis que c'est bien. Quand je vous décris la plaque dentaire en vous disant que c'est des bactéries qui se déposent et qu'au 6e jour, certaines bactéries au cœur de la plaque dentaire commencent à fermenter en produisant des acides qui font des trous dans les dents, qu'on appelle des caries. Quand je vous raconte ça, je ne justifie pas la plaque dentaire, je ne justifie pas la carie, je vous donne envie de vous brosser les dents. Non, mais c'est important, parce que ce que je vous propose, c'est de vous brosser votre sexualité, là. Alors, maintenant qu'on a dit du mal des hommes, arrivons sur le délicat, on va dire du mal des filles. Oui, parce que, vous allez voir, c'est violent. Et là encore, il y a des morts. Vous êtes prêts? L'optimisation de la qualité des partenaires. Quel est le point commun entre ces deux espèces? En dehors du fait qu'elles sont bien sympathiques. Et à moitié en voie de disparition. Hirondelles. Les mâles se battent. Oui, alors, ça c'est vrai. Ah ben, les mâles, ils ont des traits effectivement un peu bizarres. Hein. Vous avez vu là, ils se baladent avec 10 kilos de pierre sur la tête, qui repoussent chaque année en plus. Alors vous allez me dire, oui, ça leur sert à se battre. Non. Seul l'andouillé de massacre est vraiment vulnérant. D'ailleurs, les femelles, elles se baladent avec juste ça. Le reste, c'est de la déco. Alors les gens qui disent, oui, non, ça sert aussi à gratter le sol pour retirer des bulbes et des racines en hiver. Ah non, ça tombe en hiver. Donc au moment où il y a des bulbes et des racines et plus rien en surface, il n'y a plus de cornes. Non, ça sert à rien. De connu. Pire, les mâles, chez les hirondelles, ont la queue plus longue que les femelles, et les femelles préfèrent... Alors, et en fait, quand on leur coupe la queue, ils volent mieux. Bah, vous direz, quand vous fuyez devant un prédateur, si on vous coupe les cornes, vous courez plus vite. Hein. Oui, mais les femelles préfèrent les mâles avec des cornes très développés, enfin des bois très développés et bien symétriques. Elles préfèrent les mâles avec de très longues queues. Pourquoi? Parce que s'ils survivent à ce handicap, c'est qu'ils sont de bonne qualité et nulle triche possible là-dessus. Alors elles ne se disent pas « Ouh là là, s'il a la queue plus longue !» Non, c'est juste qu'à un moment, si elles préfèrent des mâles qui ont des trucs bizarres, mais qui survivent quand même, leur progéniture recevra de meilleurs gènes. Je continue avec des insectes. Alors c'est toujours plus neutre quand on parle d'insectes, parce que comme les insectes, c'est dégueulasse, le fait qu'ils soient bizarres, ça nous choque moins
que de se dire que nous, on est bizarres, mais vous allez y passer, hein, c'est promis. Là, j'ai un groupe de mouches, les diopsis, où les mâles, pas les femelles, hein, ont les yeux pédonculés. Et les femelles préfèrent les pédoncules les plus longs. C'est vraiment une espèce où c'est l'horreur, hein, parce que si tu te tapes, quand tu es un mâle, tu te tapes dans le noir et tu es aveugle après. Chez les lucanes, les mâles, ils ont des mandibules si énormes que par rapport aux femelles, ça fait la moitié du corps, et surtout, des fois, ça peut même plus broyer les aliments. Ça sert même plus de mandibules. Mais les femelles préfèrent les plus grosses. Voilà. Le handicap peut être comportemental, et c'est une des choses qui fait qu'on aime bien les petits goupis, c'est que les mâles, ils ont des nageoires très colorées, très développées, bien plus qu'il en faut pour nager, et ils en font la chose suivante. Quand ils voient un prédateur, la première chose qu'ils font, c'est de regarder s'il n'y a pas de femelle. S'il n'y a pas de femelle, ils s'en vont tout de suite. S'il y a des femelles, ils déploient leur nageoire, ils font le malin devant le prédateur et ils essaient de s'échapper. Et les femelles adorent ça. Elles préfèrent, dans les textes de choix, elles préfèrent ceux qui prennent le plus de risques. Alors, petite parenthèse, il y a des expériences qui montrent que les jeunes préfèrent ceux que préfèrent les vieilles femelles. C'est-à-dire qu'au début, elles se fient pas trop à leur opinion, elles préfèrent se fier à l'opinion des vieilles femelles, et qui, elles, clairement, ont vissé une préférence pour les conduites à risque. Et d'ailleurs, on peut se demander si la préférence pour les conduites à risque n'est pas apprise culturellement chez les goupis. En tout cas, c'est des questions de spécialistes que je partage avec vous, on s'en fout complètement. Le bilan, c'est que là encore, on a un handicap qui n'est pas morphologique mais comportemental, c'est vraiment un comportement à risque. Mais en fait, l'histoire est la suivante. Si jamais vous avez si une femelle préfère ces comportements, ces petits survivront mieux, puisque les gènes seront meilleurs. Et donc, c'est sélectionné. Alors, ça va à la fois, dans la survie, favoriser les mâles qui ont ces traits, puisque quand ils se reproduisent avec une femelle, s'il faut un petit mâle, il aura les traits en question, mais ça va aussi favoriser la préférence des femelles. Vous y êtes, puisque les femelles qui ont cette préférence ont plus de descendants qui survivent, elles sont sélectionnées, et leur préférence est portée par les femelles. Vous y êtes? Donc ce mécanisme va à la fois sélectionner la préférence et le handicap, jusqu'au point où on ne peut pas avoir des yeux plus longs, enfin des pédoncules plus longs pour les yeux, ou une queue plus longue pour voler. Là, ça bloque. Ça va? Non, ça va pas, parce que ça fait des mâles qui meurent quand même plus que s'ils n'avaient pas tout ce décor putride. Et chez nous, c'est pareil. C'est tellement pareil que la sélection naturelle a fait que dans l'espèce humaine, il naît des mâles d'avance. Tellement le poids des handicaps est lourd à porter qu'il y en a qui crèvent. Regardez, à la naissance, on a 150% femmes. Dans les EHPAD, il n'y a que des femmes. Enfin, il y a quelques hommes qui traînent. Et parmi les centenaires, on est à 1 pour 6. Pourquoi les hommes meurent-ils plus? Alors, l'examen de cette surmortalité révèle deux choses. D'une façon permanente, qui est notamment visible avant la puberté, le fait d'avoir un peu de testostérone, ça rend plus sensible aux maladies. Le vrai sexe faible, physiologiquement, celui qui meurt plus facilement quand il arrive quelque chose, c'est le sexe masculin. Hein. Ça, c'est un truc médicalement étonnant. Mais le vrai sexe faible, c'est le sexe masculin. Maintenant, j'ai fait arriver la puberté par là-dessus. Pouf! La surmortalité passe à 50%, elle est multipliée par 5. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux morts physiologiques? Des conduites à risque, des prises de drogue, des sports extrêmes, des combats, des trucs débiles. Ça, c'est un mec à peu près certainement. Bien sûr, en tendance, il peut y avoir des femmes qui font ça, mais c'est un mec, ça, la plupart du temps. Et c'est culturellement l'expression de ça. D'ailleurs, un garçon se doit d'être courageux, de ne pas pleurer, n'est-ce pas? Pourquoi je serais plus courageux que ma compagne? Vous avez une bonne raison, vous? Ah non, un homme, ça doit être courageux, ça sait prendre ses responsabilités, un homme, ça va faire la guerre dans certaines régions. Ça va? Non, ça va pas. C'est, là encore, on a une espèce de truc biologique qui traîne et notre culture ne fait que l'amplifier parce qu'on n'a pas compris que la théorie, ces histoires de handicap, ça existe chez l'homme aussi. Et au fait, voilà pourquoi les femmes, il n'y a pas de surmortalité au volant. C'est qu'elles ont beau risquer de mourir plus dans un accident, elles sont moins souvent, au moins quand elles conduisent, dans la situation d'avoir un accident parce qu'elles ne conduisent pas comme des nœuds. Vous y êtes? C'est ça le truc. Non, c'est vrai, hein. C'est comme ça. Alors, la préférence et le handicap peuvent être sélectionnés chez l'homme aussi. Il faut le dire, il faut le comprendre. Et aujourd'hui, et je pense que beaucoup de femmes qui m'écoutent savent bien qu'elles n'ont pas choisi le mec qui démarrait le premier au feu rouge.
il y a aussi d'autres critères qui peuvent permettre de faire un couple harmonieux et d'être heureux à élever des enfants à deux. Vous y êtes. Mais il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas ce débordement de cette nature qui est au fond de nous et qui est probablement plus d'ailleurs très très utile, hein, mais qui était au moins héritée du passé. Et voilà. Alors vous êtes peut-être un peu gêné de cette discussion sur notre sexualité parce que c'est pas très agréable, mais vous comprenez que je vous la dois parce que là encore il y a des morts, des féminicides, des mecs qui démarrent au feu rouge sur la roue arrière de leur vélo puis qui se font écrabouiller la gueule. Voilà, moi j'ai perdu un de mes neveux là parce que il sautait du haut des lampadaires pour faire le malin devant les filles. Bon, voilà, il se tombait sur la tête. Voilà, fini. Méthode de drague douteuse. Hein. Mais vous voyez, on doit le dire ça. Bon. Le culturel dans tout ça, il existe, je ne l'ai pas nié. Ce que je veux, c'est qu'il maîtrise la couche biologique et qu'il n'en soit pas que l'amplificateur passif. Et puis, je vous l'ai dit, la nature n'est pas bien faite, je n'ai rien justifié en expliquant ce qui était en nous. Et je le rappelle, ces choses qui sont en nous, d'ailleurs, elles sont d'autant moins justifiables que peut-être qu'aujourd'hui, elles ne servent même plus à faire plus de descendants. Elles sont juste héritées d'un moment où peut-être ça a servi à ça. Ça va ? Donc il est temps de se reprendre et de se dire que l'égalité et la complémentarité entre les sexes, ça se construit. Ce n'est pas une donnée biologique, c'est quelque chose que l'on peut vouloir, que moi je veux, mais justement il faut le construire sur la base de ce que nous sommes et pas sur la base de ce que nous imaginons que nous sommes, ce qui conduit à MeToo et à tout un tas d'autres choses qui prouvent que ça conduit à la merde. Alors, est-ce qu'on va en finir avec tous les mythes ? Pour ce soir, là, ça va être bon, parce que pour cet après-midi, ça va être bon parce que l'heure tourne. Ce que je veux juste vous dire, c'est que quand on parlait de l'utilité des dessins animés dans la formation de l'enfance, quand on voit le recul de la nature dans les dessins animés, quand on voit qu'en 20 ans, en moyenne dans le monde, nous vivons 640 mètres plus loin de l'endroit de nature le plus proche, c'est 16 km en moyenne en France. On se dit qu'on n'est pas forcément bien parti pour que la génération suivante aille mieux. On a des philosophes, et c'est intéressant parce que pour le coup, là, la prise de conscience est une prise de conscience qui est indépendante des biologistes, qui nous disent nature et société, c'est la même chose, il ne faut pas faire la différence. Hein, c'est la pensée d'un Descola, d'un Morisot ou même d'un Latour, qui nous disent il faut arrêter de dissocier les deux. Mais en réalité, est-ce que vraiment, au-delà de leur message, on le fait ? Pas tellement. D'ailleurs, un truc assez intéressant, c'est que dans un dernier numéro de Télérama sur les penseurs de l'écologie, il y avait des philosophes. Et on n'est pas encore en train de faire la multidisciplinarité qui va avec ça. Si la nature et la société, ces deux aspects de la même chose qui sont étroitement liés, alors on ne peut pas faire d'économie sans biologie, on ne peut pas faire de philosophie sans biologie, on ne peut pas faire de biologie sans un peu de philosophie, on ne peut pas faire de biologie sans un peu d'exemple humain, comme je l'ai fait d'ailleurs avec vous. Et peut-être qu'il faudrait brasser un peu plus les disciplines, hein, parce que ce que ça nous raconte, ça, c'est que quand on est dans une discipline des sciences sociales ou des sciences de la nature, c'est qu'on est amputé d'une partie de ce que l'on pourrait dire et d'une partie du sens et de la portée de ce que l'on fait. Donc, ce n'est pas encore gagné. Moi, je préside une fédération, la fédération Biogé, qui se bat. Elle réunit le muséum, des académies comme celle des sciences, d'agriculture, de médecine, 40 sociétés scientifiques, des sociétés de citoyens, des associations de citoyens, les juristes de l'environnement, les journalistes de l'environnement et tout ce qu'on veut. Nous sommes la voix de la biologie en France et nous essayons de peser, mais sans vraiment y arriver, pour que dans les fondamentaux, il n'y ait pas juste les compter, mais que dans les fondamentaux, on ait aussi notre lien à la nature, la compréhension intuitive de ce que c'est que la nature, et donc qu'il n'y ait pas 0 heure d'enseignement des sciences du vivant au primaire et pas 1 heure par semaine dans le secondaire. Après tout, prenons l'histoire géo qui nous repère dans notre environnement sociétal et dans le temps de nos sociétés, notamment l'histoire. Je ne vois pas pourquoi il y a plus d'heures pour ça que pour les sciences de la vie et de la terre, qui nous permettent de nous situer dans notre environnement écologique et dans notre temps et notre histoire naturelle. C'est la même chose, c'est les deux faces de la pièce, c'est le pile et le face de la pièce. Je ne vois pas pourquoi on n'enseigne pas autant les SVT que l'histoire géo. Si je vous dis ça, ce n'est pas juste parce que moi je veux des heures pour ma discipline, je m'en branle. Ce que je veux, c'est moins de morts. C'est juste pour sauver des vies. D'accord ? Et on sait très bien qu'avec moins de SVT, comme on l'a fait jusqu'ici, on ne sauve pas des vies. On pelte la nature comme la pelle que la terre d'un tombeau sur les cadavres des hommes qui meurent d'un lien corrompu à la nature. Et c'est horrible parce que tous ces phénomènes dont je vous ai parlé, ça fait des morts, ça fait du malheur, ça coûte cher. Mais en filigrane, vous avez vu à chaque fois, il y a une façon de remédier. La description du problème porte en elle-même
la description d'une solution et d'une façon de faire. Tiens, par exemple, avec des haies, juste par exemple. Hein. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de la chaussette sortant de la machine à laver. Ça, c'est une chaussette de mon fils qui sort de la machine à laver. Comme elle est vaguement brodée, on l'a retournée pour pas que la broderie s'abîme. Ça ne ressemble à rien. Je la retourne, je l'aplatis un peu. Moi, je ne repasse pas. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Ça. Un écureuil qui me demande de l'embrasser. C'est la même chose, sauf que ça, c'est innommable, et ça, c'est sympa. Bah, notre lien de la nature, c'est comme une chaussette. Pour l'instant, elle est retournée, on envoie l'envers, on envoie la trame, c'est dégueulasse. Ça pourrait se passer bien. En fait, comme le disait, et j'aime bien finir en donnant la parole à quelqu'un qui n'est pas de ma discipline, puisqu'il s'agit d'un anthropologue et psychologue canadien. Donc voilà. Enfin, états-unien bientôt. Jérôme Barkov nous dit: la biologie n'est une fatalité que si on l'ignore. En d'autres termes, si on l'ignore, effectivement, il y a bien des catastrophes, mais si on ne l'ignore pas, c'est un outil. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup Marc-André. Merci à tous pour vos questions. Alors je me doute qu'il y en a encore qui auraient pu être posées, mais si vous voulez pouvoir bénéficier d'un livre, donc le Bouillon de Culture vient de s'installer en haut de la salle, et donc vous allez pouvoir revenir avec les livres, faire une dédicace ici avec Marc-André Sellos, comme vous voulez. Peut-être qu'il y a peu de place en haut. En tout cas, Marc-André reste encore avec nous quelques minutes, si vous voulez pouvoir échanger avec lui. À nouveau, merci à tous pour votre présence sur toute cette journée. Merci ce matin pour votre présence à l'Assemblée Générale. Merci pour cette belle après-midi. Et puis, à très vite pour parler de bocage. Merci à tous.